Le 10 février 2001. 2 semaines s'étaient à peine écoulées et nous étions déjà de retour dans la grotte. On devait admettre qu'on était devenus obsédés par l'idée de réussir à passer. Ça montre peut-être à quel point nos vies étaient passionnantes. On ne pensait pas qu'il y allait y avoir quelque chose d'extraordinaire derrière ce passage. On aimait juste l'idée d'être les premiers à mettre les pieds dans un endroit encore jamais visité, sur la surface de la planète. Même si trouver un trésor derrière aurait été aussi parfait pour nous. Nous avons commencé assez tard et avons conduit une partie du chemin dans l'obscurité. D'ailleurs, quand je dis aux gens que je vais explorer des grottes la nuit, ils se demandent pourquoi. Ils ne se disent pas que c'est toujours la nuit quand vous êtes à l'intérieur d'une grotte. Nous avons cherché des techniques pour accélérer le travail durant tout le trajet jusqu'à la grotte mystérieuse. B m'a aussi dit qu'il avait parlé à quelques-uns de ses amis spéléologues, qui avaient trouvé une explication pour le grondement que l'on entendait dans la grotte. Il pensait qu'il pouvait venir d'une éventuelle nappe d'eau au fond de la grotte, peut-être même une chute d'eau. Il ne pouvait pas, par contre, pas vraiment expliquer pourquoi ce bruit semblait aller et venir. Pour moi, c'était une raison de plus de passer à travers. Nous pourrions résoudre le mystère. Pour ce voyage, nous avions pris la chienne de B, Whip. C'est un Jack Russell Terrier qui n'était pas du tout inquiet de prendre cette chienne avec nous. Nous l'avions déjà prise avant. Elle répond à l'appel de la nature avant même que nous soyons entrés dedans et attend jusqu'à ce que nous en ressortions. De plus, elle se comporte bien à l'intérieur de la grotte. Nous avions tout simplement à l'abaisser avec un harnais jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond de la cavité principale. Ensuite, elle a poursuivi le chemin par ses propres moyens. Elle aime explorer mais ne quitte jamais notre champ de vision. Elle n'a pas sa propre source de lumière, alors elle doit nous attendre. Une autre raison pour laquelle je n'ai pas contesté la venue de Whip était que nous avions prévu de la mettre dans le petit trou et voir jusqu'où elle irait. Cela pourrait nous donner une idée de ce qu'il y a de l'autre côté. Nous savions que s'il y avait une descente que nous ne pouvions pas voir, le chien ferait demi-tour et reviendrait tout de suite sur ses pas. Nous avons pensé que nous devrions avoir à travailler un peu sur le trou avant même que le chien puisse passer à travers. En dépit de l'obscurité de la nuit, on a pu monter et descendre assez rapidement. Nous n'avons pas autant d'outils que la dernière fois. De plus, on a repris quelques-uns des outils que nous n'avions pas voulu remonter. J'ai réussi à obtenir 2 autres batteries pour le forage, ce qui nous fait un total de 4. Et nous avons aussi quelques autres burins. Même avec le chien, nous avons bien le temps de nous y mettre. Quelque chose de bizarre s'est produit. Quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Le chien a commencé à explorer dès que nous l'avons délaissé de la 3e corde. Elle reniflait et dardait autour de nos pieds. Elle courait d'une personne à l'autre comme nous avions fait notre chemin de retour vers le site de travail. Au point où la grotte se divise en 4, la chienne avait l'air fatiguée. Elle est juste restée coincée à droite à côté de B et moi. Ça me semblait bizarre. Comme nous avons progressé plus loin dans la grotte, elle ne restait qu'à côté de B. Elle semblait énervée, comme si elle avait vu quelque chose qui ne lui plaisait pas. Comme on approchait de la pente avant le trou, elle s'arrêta et ne semblait pas vouloir continuer, même après que nous l'ayons cajolée. Ses poils s'hérissaient. Quand on est arrivé à moins de 20 pieds du trou, elle a commencé à gémir et à se cacher derrière B. Sa queue était entre ses jambes et elle était recroquevillée sur le sol. Un peu étrange. Je l'ai vue affronter des chiens faisant 2 fois sa taille, mais maintenant elle agitait comme si Satan lui-même se cachait dans l'obscurité de la grotte. Je me suis dit que des animaux devaient en avoir élu domicile dans la grotte et que Whip devait sentir leur odeur. Dommage que ça la bouleverse, car il n'y avait pas d'autre moyen pour qu'elle aille dans le passage. On a décidé que ce nouveau problème, le chien nerveux, allait être réglé ainsi. L'un de nous travaillera, tandis que l'autre restera avec le chien, à quelques mètres de l'endroit où nous nous étions reposés. On a vite recommencé notre manège habituel de forage, martelage, etc. Grâce à nos piles supplémentaires, on a vraiment pu pousser fort sur la perceuse sans avoir à se soucier de la durabilité des batteries. Mais ça n'a pas facilité notre boulot. Ça l'a un peu accéléré. Les progrès sont quand même restés lents. Je ne suis cependant pas d'humeur à en parler. Mon journal continue pendant un certain temps à parler des progrès que nous faisions. Pendant tout ce temps où nous avons travaillé, Whip ne bougea pas. Elle était juste posée là, sur un sac de cordes, parcouru de frissons. Elle gémissait de temps en temps. Une chose que je n'avais pas remarqué sur place, c'est qu'elle regardait constamment le trou. Nous aurions dû être plus attentifs à l'instinct de cet animal. Nous étions en train d'utiliser la 4e batterie lorsqu'une deuxième chose bizarre nous arriva. B travaillait. Il venait de terminer le forage d'un trou et se préparait à marteler le burin, quand il s'est arrêté dans son mouvement et a regardé le trou. Je me mettais dos à la paroi, presque endormi, et je faisais à peine attention à B. Il avait une lumière à ses côtés, pour éclairer la zone
travail. Je pouvais voir dans la lueur mystérieuse de la lampe un regard perplexe et intense sur son visage. Il me regarda, secoua la tête. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit qu'il jurait avoir entendu un bruit étrange provenant du trou. Il a dit qu'il ressemblait à celui d'un rocher glissant sur la roche, une sorte de grincement. Je supposais que ses oreilles sonnaient juste à cause de la perceuse. Il ne portait pas de bouchon d'oreille pour ce voyage. Il m'a assuré qu'il avait entendu quelque chose. Je n'ai pas pu trouver d'explication. Je suis retourné somnolé. B s'était assis dans le calme de la grotte pendant longtemps avant de reprendre le travail. En outre, il s'arrêtait de temps en temps et il essayait d'écouter. B est très terre à terre et n'allait pas poursuivre longtemps un son imaginaire. Je crois qu'il a entendu quelque chose, mais je ne me suis pas trop préoccupé de ce que c'était. Je suppose que nous allons éclaircir tout ça une fois que nous passerons à travers le passage. La batterie finale a duré une demi-heure ou deux. On était assis et on parlait de nos progrès. Quand j'ai décidé de voir si je pouvais passer ma tête à travers le trou. Ma tête s'adapte facilement, mais mes épaules ne peuvent pas passer. Comme j'étais là à genoux, j'ai remarqué quelque chose que B avait négligé. Le vent avait cessé. À chaque fois que je suis allé dans la grotte, j'ai entendu le souffle du vent. La dernière fois que nous étions en train de travailler dans la grotte, le vent soufflait, pire que jamais, encore plus tôt. Nous nous souvenons de la brise qui nous avait rafraîchis, mais maintenant plus rien. B a dit qu'il ne savait pas quand il s'était arrêté. Le grondement avait cessé aussi. Bizarre. Je précise qu'au final, la batterie finale a duré plutôt 1 heure ou 2. Et d'ailleurs, cette ancienne grotte devenait mystérieuse. Nous avons parlé pendant longtemps dans l'obscurité de la grotte. On a débattu sur ce qui pourrait être la cause de ces événements inhabituels qui se produisent. Je pense que l'on était tous deux assis comme ça dans le noir parce que l'on était trop fatigués pour nous déplacer. On ne pouvait trouver aucune explication raisonnable pour les choses étranges qui se passaient dans la grotte. Après s'être assis pendant au moins une demi-heure, nous avons lentement chargé notre équipement et sommes retournés à la surface. Whip n'aurait pas pu être plus heureuse de sortir de là. Une fois de plus, nous avons laissé quelques-uns de nos outils dans la grotte. Nous les mettons simplement dans le trou. Il n'y avait pas assez de gens qui visitent la grotte pour s'inquiéter d'un vol. De plus, nous étions trop fatigués pour nous en préoccuper. Nous avons fait beaucoup de progrès durant ce voyage. Il nous a permis d'avoir les piles de rechange. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais il est vraiment agréable de voir à quel point nous avons progressé. Voici nos progrès en question sur le trou. Le reste du journal parle de l'escalade dans la grotte, de prendre une chambre dans un motel et de nous reposer. Nous étions morts de fatigue. Rétrospectivement, je ne peux pas croire à quel point nous nous en foutions des choses étranges qui se passaient dans la grotte. À ce moment, la seule chose à laquelle nous pouvions penser était ce putain de passage. Tout le reste était relégué au second plan. Je me souviens que je pensais que ce serait bien d'entrer et de voir le mécanisme de la grotte, d'où le vent venait, ce qui faisait ce grondement, etc. Maintenant, des semaines plus tard, je repense à mon ignorance et à ma naïveté, et j'en frissonne. Du 3 au 4 mars 2001. Cela nous a pris 3 semaines avant que nous puissions revenir dans la grotte mystérieuse. Notre attitude avait changé un petit peu depuis que nous avions commencé le projet. Au début, nous voyions la chose comme une aventure amusante. Après notre dernier voyage, on s'est aperçu que notre approche était devenue plus sérieuse. Pendant notre allée, notre conversation a été un peu plus modérée qu'avant. On n'avait pas beaucoup parlé depuis la dernière excursion, pour la simple raison que nos agendas ne s'accordaient pas. Au lieu de parler des différents moyens de passer le trou, on s'est trouvé à essayer de trouver une explication rationnelle à ce qui s'était passé. Aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de ce qui pouvait avoir causé les événements inhabituels que nous avions vécus la dernière fois. Le fait qu'aucun de nous n'ait parlé de notre excursion à qui que ce soit nous a amusés. C'était l'inverse total des autres expéditions. Ça avait été sympa de raconter à nos familles et nos amis les progrès que nous faisions. C'était toujours assez drôle de raconter à tout le monde que nous allions devoir nous faufiler dans un espace très serré pour pouvoir continuer. La plupart des gens ne souhaitaient pas spécialement s'enfoncer volontairement dans ce genre d'endroit. Moi non plus d'ailleurs. Mais je voulais le faire pour arriver de l'autre côté. C'est une bonne motivation. On a quitté la ville en début d'après-midi pour éviter le trafic routier. Je ne me rappelle pas de quand exactement nous sommes arrivés. Comme je l'ai dit, l'humeur n'était pas aux discussions animées. On s'est équipé et on est descendu. B a bien évidemment laissé son chien à la maison cette fois. On a pris à peu près le même matériel que la dernière fois. Certains de nos outils étaient restés dans la grotte pour éviter à nos dos le supplice de devoir transporter des charges supplémentaires. Avec notre matériel, on est descendu assez vite. Nous avons vraiment un bon système pour escalader dans les deux sens. Il y a eu seulement un petit accident par rapport aux autres fois. B s'est écorché le bras pendant la descente. Heureusement, ce n'était pas grand-chose. Il a entendu que nous soyons revenus au trou pour se panser. C'était une coupure superficielle. Tandis qu'il nettoyait la plaie, j'ai commencé le travail. Nous avons tous deux remarqué que le souffle était revenu, et le grondement aussi. On avait 4 batteries fraîches,
et 4 ou peut-être 3,5 bras prêts à la tâche. J'avais de grands espoirs quant à nos réussites dans la journée. Le début a été lent lorsque nous avions commencé à travailler sur le trou. L'épaisseur du mur faisait à peine 3 pouces. Plus on montait, plus l'épaisseur augmentait. Le résultat de nos efforts était que nos progrès étaient plus lents. Nous avons quand même continué à investir un maximum d'énergie dans le travail. Le trou était assez gros pour au moins y rentrer le marteau afin de donner une échelle de taille, et ensuite y mettre l'appareil photo pour prendre une photo de la tombe de Floyd. C'est difficile de bien représenter la tombe, mais le point le plus bas, près de l'arrière de la photo, mesure environ 7 pouces de haut. L'ouverture fait entre 20 et 24 pouces. Le marteau est petit et fait 5 livres. Notez l'abondance de pierres sur le sol du passage. C'était vraiment gratifiant de voir la pile de roches brisées sous le trou grandir toujours plus. Nous avons tous deux réalisé qu'il nous faudrait nous démener pour pouvoir passer, alors nous sommes retournés au travail. On ne parle pas beaucoup pendant ce temps habituellement, vu que l'un de nous fait beaucoup de bruit avec la perceuse ou le marteau. Les pauses nous permettent de discuter momentanément des thèmes qui nous viennent spontanément. Elles prennent place quand celui qui travaille décide d'arrêter. On tient assez longtemps l'un comme l'autre. J'ai un peu plus d'endurance que B, mais elle arrive à faire autant que moi dans un laps de temps plus court grâce à sa plus grande force. On fête toujours les petites victoires que nous rencontrons. Quand une section sur laquelle nous travaillons s'effrite, nous sourions. Les rares fois où un morceau gros comme le poing tombe, on crie de joie. C'était un petit morceau de pierre qui ne nous sépare plus de ce qui se trouve de l'autre côté en fait. Peu importe ce que c'est. J'imagine toujours qu'il y a une entrée cachée de l'autre côté et que des années plus tôt, des explorateurs espagnols y ont caché des trésors et scellé l'entrée. Et que personne n'a mis la main dessus avant nous. B a une théorie bien plus réaliste et plus banale. Il pense que la grotte se poursuit simplement de l'autre côté. Nous verrons qui a raison. Cette fois-ci, je voulais voir si je pouvais accélérer la progression en utilisant des mèches de perceuse plus grosses. J'en avais acheté des bonnes à la quincaillerie, pour un bon prix. J'ai pris bas, les prix sont bas. L'une d'entre elles était plus large en diamètre que toutes les autres. L'autre était plus petite mais plus longue. J'avais conclu que la grosse serait peut-être trop grosse. Et j'ai eu raison. Nous avons essayé de l'utiliser pour forer la pierre. Mais nos progrès étaient lents. Nous avons essayé de forcer autant que nous avons pu. Mais tout ce que nous avons obtenu a été de la fatigue en plus. La mèche créait trop d'espace de friction pour notre force. Ça aurait pu marcher avec un marteau-piqueur, mais nous n'en avions pas. La plus longue a bien marché avec notre perceuse. Nous l'avons utilisée pour la plus grande partie de notre travail cette fois. Je pensais que la mèche, la perceuse et ma main allaient lâcher quand elle s'est cassée vers un des bouts. J'étais en train de pousser aussi fort que je pouvais sur la perceuse lorsque c'est arrivé. J'ai presque fait taper la perceuse dans le mur tellement je poussais fort. On a pu retrouver la mèche et continuer à l'utiliser, moins quelques pouces. Ça marchait toujours bien. Juste une fois, pendant un long moment, nous avons dû recourir au marteau et aux ciseaux. Le travail avançait normalement, jusqu'à ce que nous arrivions à notre 4e batterie. J'étais agenouillé et faisais rentrer doucement la perceuse dans le mur. J'avais mes bouchons d'oreilles, mes lunettes de sécurité, et j'étais perdu dans mes pensées. Et tout d'un coup, à travers le crissement de la perceuse qui forait la pierre, j'ai entendu un bruit étrange, assez fort. Je pouvais l'entendre au-dessus du bruit du matériel, alors que j'avais mes bouchons d'oreilles. Au début, j'ai pensé que c'était simplement la mèche qui faisait son travail. Elle ponctuait souvent notre travail, forcé de grincements pénibles à entendre. Mais là, c'était différent. J'ai eu besoin de quelques secondes pour comprendre que ça venait de l'intérieur du trou, et non de la mèche. J'ai arrêté de percer et retiré mes bouchons d'oreilles pour entendre le cri le plus horrible que j'avais jamais entendu se répercuter et s'éteindre dans les ténèbres de la grotte. J'ai regardé le trou en écarquillant les yeux. Pendant un long moment, je n'ai ni bougé, ni respiré. Je me suis tourné vers V. Quelques instants plus tôt, il était étendu sur le sac de corde et piqué un roubillon. À présent, il était debout, la bouche ouverte, avec un air très inquiet sur son visage. Je me suis retourné et regardé de nouveau dans le trou, m'attendant presque à voir un visage démoniaque me rendre mon regard. Rien n'était différent dans la tombe de Floyd. J'ai fixé mon regard dans le fond du passage, là où la lumière atteignait sa limite. Rien ne bougeait, on ne voyait que les ténèbres derrière le règne de la lumière. Dans le silence qui suivit, j'ai pu entendre le sang battre à mes oreilles. Aucun autre son ne se faisait entendre dans la grotte. J'ai soudain entendu un grattement derrière moi et me suis redressé. Je me suis presque assommé en me cognant contre le rebord. C'était B, qui s'était déplacé pour allumer sa lampe. Mais j'étais tellement sur le qui-vive que ça m'a presque fait faire un infarctus.
B a parlé et j'ai sursauté. Il a dit de mettre quelques pierres dans le trou. Il a expliqué que peu importe l'animal qui avait poussé ce cri, il était peut-être capable de passer par le trou. J'en ai immédiatement attrapé quelques-unes et les ai jetées par l'ouverture. En me servant du manche du marteau, j'ai poussé les pierres aussi loin que j'ai pu dans le passage, créant un mur entre nous et l'autre côté. Vu comme l'ouverture était petite, ça n'a pas mis longtemps. Pendant tout le temps où j'ai fait ça, cela dit, j'ai pensé que le bruit ne venait certainement pas d'un animal. Je ne savais pas si B croyait réellement que c'en était un, ou s'il essayait de s'en convaincre lui-même. Je ne lui ai rien dit à propos de ce que je pensais. Du moment où c'est arrivé jusqu'au moment où j'ai écrit cette entrée, 2 jours après, j'ai essayé de réfléchir aux possibles sources de ce bruit. Pour le décrire, je dirais que c'était un croisement entre un homme criant de terreur et un cougar hurlant de douleur. On aurait dit que ça venait du trou, à environ 100 pieds de là. Cet affreux son s'est réverbéré à travers la grotte et mes oreilles. B a estimé qu'il a duré entre 8 et 10 secondes. J'aurais plutôt dit 5 secondes, 3 secondes pendant que je fourrais, 1 seconde et demie pour lâcher la perceuse et enlever les bouchons d'oreilles, et 1 demi-seconde pour céder à la terreur. C'est difficile de dire combien de temps passe quand tu écoutes un solo venant des profondeurs d'Hadès. Après avoir rempli le passage de cailloux, on s'est juste assis à écouter le silence. Ma respiration était bien plus rapide qu'habituellement. Aucun de nous n'a parlé pendant un bon moment. Enfin, B a suggéré que l'on se remette au travail, mais en gardant un œil sur le trou, au cas où quelque chose bougerait. Nous avons mis une lampe dans l'ouverture qui éclairait jusqu'au bout de la tombe de Floyd. C'est seulement à cet instant que nous avons réalisé que le vent avait de nouveau cessé et que le grondement s'était tu. Dire que j'étais nerveux aurait été un euphémisme. Je n'ai rien dit à B, pas plus que lui ne m'a dit quelque chose. Retour au forage. B a pris le tour de travail, ce qui m'a très bien convenu. Je n'étais pas vraiment épuisé, mais mettre un peu de distance entre moi et le trou ne me posait pas de problème. B s'arrêtait de temps en temps pour écouter. Je restais simplement assis, à le regarder avec ma lampe allumée. Je n'étais pas très près de l'entrée du trou, mais je me surprenais toujours à surveiller derrière moi le passage menant à l'eau dormante. À chaque fois que ma lumière rencontrait une ombre inhabituelle, mon cœur sautait dans ma poitrine. Mon imagination me jouait des tours. Curieusement, B avait l'air moins affecté par le bruit étrange que moi. Après un petit moment, il a eu l'air d'être entièrement concentré sur le passage à travers le trou. Je m'astreignais toujours à écouter par-dessus le son de la perceuse. Je n'ai rien entendu à part le son maintenant familier du carbure sur la roche. Alors que j'imaginais les possibles scénarios qui pouvaient se jouer de l'autre côté du mur, je me suis rendu compte que j'étais étrangement très excité à l'idée de réussir à passer. Mon esprit devait commencer à payer le prix de la fatigue ou de la perspective de quelque chose de valeur de l'autre côté. Mes pensées furent interrompues par un cri de B, probablement un juron. Il disait que la batterie de la perceuse ne tenait plus, mais qu'il n'avait pas foré assez loin dans la section sur laquelle il travaillait. Il a posé la perceuse, devenue inutile, à terre, et a pris le marteau et le ciseau. Il a commencé à frapper dans le trou, créé par la mèche. Après 10 bonnes minutes, il s'est assis contre la roche, transpirant et à bout de souffle. Le ciseau dépassait toujours du mur de la grotte. Il a poussé le marteau vers moi, m'invitant à m'y mettre aussi. J'ai levé la main et secoué la tête. J'étais prêt à partir de la caverne depuis un moment. Il ne s'est pas pressé sur le chemin du retour. Et nous avons commencé à rassembler le matériel que nous allions emporter sans un mot. Une fois de plus, nous en avons caché une partie dans le passage. J'ai ouvert la marche vers la sortie de la grotte. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour attendre B. Pas parce qu'il était lent, il n'avait juste pas envie de sortir. Je me suis déjà senti mieux que cette nuit, sortant dans l'air calme de la nuit. Mon journal parle du reste de la soirée. Notre dîner, notre décision de trouver un motel et de revenir le jour suivant, notre longue discussion à propos du son étrange que nous avions entendu, une autre mauvaise nuit de sommeil. Je ne peux pas croire que nous souhaitions tellement retourner dans la grotte après y avoir entendu ce cri. La raison qui m'est venue à l'esprit était que B avait l'air absolument insensible à tous les dangers possibles, même si c'était un animal, ce que je ne croyais pas, mais je ne pouvais pas donner de meilleure explication. N'étions-nous pas en train de nous mettre en danger? Rétrospectivement, j'ai toujours du mal à comprendre notre manière de penser à ce moment. Nous étions juste trop excités, je pense, de découvrir des portions inexplorées de la grotte. Je pense maintenant que ça peut se résumer en un mot. Testostérone. 13 février. C'est incroyable ce que 2 bons repas et un peu de sommeil peuvent changer l'attitude de quelqu'un. Même si nous avions encore le souvenir récent de cet étrange bruit, nous avions rallumé le feu de notre enthousiasme. L'autre côté du passage semblait si proche, nous étions sûrs que nous y arrivions aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la grotte et avons entamé notre chemin vers le trou. Ce retour dans l'obscurité de la grotte a ravivé les souvenirs de la nuit précédente. La vue du trou, dans la pierre éclairée par nos lampes frontales, l'odeur de la poussière dans l'air, le bruit que nous faisions quand nous marchions à travers la roche,
Une fois arrivés à l'entrée de la tombe de Floyd, cependant, nous étions de nouveau prêts à ouvrir la voie menant à une partie inconnue de la grotte. Nous avons immédiatement constaté la présence d'une brise soufflant du trou, et le fameux grondement, toujours là. Le burin sortant de son trou était un signe évident de l'endroit où nous devions commencer à travailler. B a repris son travail là où il l'avait laissé la veille. Je me suis installé dans le même endroit que j'occupais la dernière fois, même si j'étais déjà bien reposé et voulais commencer à travailler. B faisait chanter le marteau à chaque coup. Après seulement 2 ou 3 minutes, il laissa échapper un cri. Il se tourna pour me montrer une poignée de roches qui était sur la paroi de la grotte. Il y a quelques secondes. Il respirait lourdement, mais avait un grand sourire sur son visage. Pour moi aussi. Pour le moment, l'étrange bruit avait été oublié, et la vision de cette réussite avait totalement capté notre attention. La taille de l'ouverture du trou était ainsi à ce moment, comme vous pouvez le voir sur la photo. Le coin inférieur gauche du trou nous embêtait vraiment à cause de l'épaisseur de sa paroi. Nous pensions que si nous pouvions supprimer ce coin, nous pourrions nous faufiler à travers notre chemin. Bétonner maintenant les restes émiettés du coin dans sa main. Notre enthousiasme nous consomma quand nous avons examiné le trou. J'ai pris le marteau et pilonné à la surface du trou. L'idée était de supprimer les bords dentelés qui pourraient s'accrocher à ma peau. La taille avait l'air bonne. Maintenant, il était temps de faire ce pourquoi nous avions travaillé. Je me suis prudemment approché de l'entrée de la tombe de Floyd. J'ai décidé que la meilleure façon d'entrer dans le petit trou était de placer un bras au-dessus de ma tête. Tourner la tête sur le côté et tracer lentement mon chemin. J'ai vite vu que cette technique n'était pas adaptée à la taille du passage. Le trou était trop petit. Si je voulais le faire sans plus élargir le trou, j'allais devoir mettre les 2 bras au-dessus de ma tête, dans une position de plongée, tourner la tête sur le côté et glisser dans la tombe. La largeur de l'entrée était un facteur limitant. La hauteur était suffisante. La position des bras au-dessus de la tête m'a aidé à me compresser contre les parois sur le côté. Pour entrer directement dans le trou, je me tenais sur mes pieds et me penchais pour être au niveau de l'entrée. Mes genoux étaient pliés et la position était inconfortable. Une sorte de position semi-accroupie, courbée au niveau de la taille avec les bras au-dessus de la tête. De plus, je devais tourner légèrement mon torse vers la gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour négocier l'angle de l'entrée. Remarquez sur la dernière photo que l'entrée est généralement en pente, jusqu'à la droite. J'ai eu des éraflures sur mes bras quand je suis entré, puis vint ma tête. En la mettant tournée sur le côté, j'ai pu avancer jusqu'à mes épaules. Quand je suis arrivé au niveau des épaules, je pouvais sentir les rochers tout autour de mes épaules et ma poitrine. Ce n'est pas ça qui m'arrêtera, mais j'ai été vraiment écorché sur beaucoup de parties de mon corps. J'ai décidé de passer en gardant à l'esprit que j'allais sûrement devoir revenir. La douleur n'était pas insupportable et j'étais dedans. Enfin, le haut de mon corps était dedans. Au moins, je pouvais avoir une bonne idée de comment était le tombeau. Voici une photo flatteuse de mon meilleur profil. Notez la taille de la zone dans laquelle nous avons dû travailler. La largeur des rebords constituait un obstacle. Une fois à l'intérieur de la tombe, je n'ai eu que quelques centimètres de libre pour mon corps. C'était la plus grande partie du passage, et elle était bien placée pour commencer. Cela m'a donné un peu de place pour me positionner et ramper plus loin dans le passage. L'intérieur de la tombe m'a donné une toute nouvelle perspective de ce qu'allait être le passage à travers le trou. Même si c'était la plus grande partie du passage, elle était encore petite. Je pouvais bouger librement la tête, mais dès que je me tournais dans tous les sens, je voyais un pan de la paroi. Lorsque j'ai parlé à B, ma voix était sourde, comme si je parlais dans une petite boîte. Je pouvais reposer ma poitrine sur le sol du passage. Mais les roches me faisaient mal. Je tournais la tête pour regarder plus loin, mais je ne pouvais pas voir au-delà du mur de roches que l'on avait fait la veille. L'endroit où le passage se rétrécissait était plus proche maintenant et me semblait encore plus étroit. Je ne savais pas si je pouvais me faufiler à travers ou non. Je savais que ce serait très juste. Et je voulais explorer plus loin dans le passage, mais d'abord, je devais retirer une partie des roches qui se trouvaient sur le plancher du passage sur mon chemin. J'ai été déçu de constater que la plupart des roches qui parsemaient le chemin étaient effectivement fixées au sol. J'espérais être en mesure de simplement gratter pour les sortir de la voie. J'avais poussé le marteau dans le passage devant moi, donc à ce stade, je pouvais l'utiliser pour pousser le mur de rochers que nous avions fait plus loin dans le passage. Ensuite, j'ai traîné le marteau pour déplacer de simples roches ou briser celles solides. En faisant glisser la tête du marteau, j'ai déterminé que la partie la plus étroite du passage était d'environ 7 pouces de haut. J'ai pensé que nous aurions à travailler un peu au-dessus avant que je ne puisse passer à travers. Pendant que j'avais la tête dans le passage, B s'est juste calé sur un côté de la paroi en écoutant mes descriptions et les rapports que je faisais à chaque étape. À un moment, il a pris la photo que je vous ai montrée. Merci B. Jusqu'à ce point, la taille du passage n'était pas trop un problème. J'étais dans un très petit passage, mais seulement le haut de mon corps était dedans.
et comme c'était la plus grande partie du passage, que mes bras pouvaient se déplacer librement, j'étais assez calme. Ensuite, il était temps que je rentre complètement. J'ai fait glisser le marteau aussi loin que je le pouvais. Depuis que mon corps avait bouché l'entrée, je ne pouvais pas glisser l'outil à l'extérieur, alors il était plus facile de le pousser en avant. Pour faire tourner mes hanches à l'angle approprié pour entrer dans le trou, j'ai eu à pencher le haut de mon corps sur mes bras, utiliser mes pieds pour escalader le mur extérieur du trou et lentement glisser dans le passage. Mes hanches s'adaptaient à peine. À un moment, ils sont complètement rentrés à l'entrée et je pouvais me détendre un peu et me mettre en position de travail. J'ai décidé d'essayer la technique un bras avant de passer à travers. Le passage était si étroit que j'ai dû garder cette position sur toute la longueur. Il n'y avait tout simplement pas de place pour se déplacer ou changer de position. Je voulais aussi pouvoir tourner la tête d'une manière ou d'une autre, et la garder dans la même position, c'était vraiment serré. Avancer dans cette partie du passage a été relativement facile. Je pouvais utiliser mon bras vers l'avant, mon bras gauche, pour tirer, et mon autre bras pour pousser. En même temps, je voulais bouger mon corps en essayant de me mettre le plus possible en voûte pour préserver ma poitrine des roches. J'ai essayé dans les deux sens et ai décidé de tourner la tête vers la droite. C'était le plus confortable. J'ai commencé à apprendre des choses sur l'endroit où j'allais. J'ai pris la petite lampe de poche dans une main en pensant que ça serait la meilleure technique. Ensuite, j'ai pu éclairer devant moi et avoir une meilleure idée de l'endroit où j'allais ramper. Il s'agissait d'une manœuvre difficile parce que je devais regarder devant moi tout en ayant la tête tournée sur le côté. Il est devenu immédiatement évident que nous allions mettre du temps pour dégager les roches sur le sol. Comme je me déplaçais en étant collé à la surface, ma poitrine se frottait constamment au rocher, elle faisait plutôt mal, c'était douloureux. Je voulais essayer de déplacer les roches sur le côté, avec ma joue en faisant un mouvement de balayage avec ma tête, ou de sortir en m'aidant de ma main se trouvant vers l'avant. Mon petit voyage dans ce passage représente une étape importante dans ma carrière de spéléologie. Quand j'ai commencé la spéléologie, je ne me sentais pas trop à l'aise dans les espaces exigus. Même la pression au début de cette grotte était un obstacle à surmonter. En me forçant à essayer les passages étroits, je suis devenu beaucoup plus calme dans les espaces restreints. Pourtant, ce passage représentait un tout nouveau défi, tellement il était étroit. Je n'avais jamais été confronté à quelque chose d'aussi petit. Je ne me souviens pas avoir eu à enlever mon casque jusqu'à maintenant. À cause de ce passage, c'était obligatoire. Comme je l'ai déjà dit, non seulement j'ai dû enlever mon casque, mais je devais en plus tourner la tête sur le côté afin de pouvoir m'adapter à la taille du passage. Le voyage dans la tombe s'est déroulé comme ça. Après avoir tordu mes hanches dans le passage, j'ai pris quelques minutes pour m'arrêter et élaborer un plan. La plus grande partie de mes jambes était encore à l'extérieur. Elles pendaient tout simplement en l'air. La tombe était encore assez grande pour déplacer ma tête et même mettre librement mes bras en position. Cette partie était plus grande que le reste du passage, mais pas beaucoup. C'était comme coller sa tête dans une boîte. Partout où je regardais, il y avait des rochers, et pas loin de ma tête. Tout son que je faisais devenait sourd et mourait dans le passage. La partie la plus étroite du passage était d'environ 10 pieds. À ce moment-là, j'étais à environ 3 pieds et demi de plus. Après 4 pieds de plus, j'ai pu prendre la position que je trouvais la plus confortable et la conserver jusqu'à ce que le passage se resserre vers 12 pieds, au même moment où la grotte commence à s'ouvrir. J'y suis allé avec le bras gauche en avant et la tête tournée vers la droite. B m'avait donné une lampe de poche que je tenais dans ma main gauche. Comme je l'avais légèrement avancée, je voulais essayer de déblayer les roches au sol avec mon bras gauche. C'était assez efficace, mais il y avait beaucoup de rochers que je ne pouvais pas atteindre et j'ai dû laisser. Comme mentionné précédemment, la première partie de l'exploration s'est faite assez rapidement car il y avait un peu de place au-dessus de moi pour négocier le passage. Ensuite, les murs ont commencé à se refermer tout autour de moi. J'ai eu quelques pouces de place supplémentaires de chaque côté. Mais le plafond du passage baissait de plus en plus au fil de l'exploration. Arrivé à 7 pieds de plus, je pouvais sentir le plafond se frottant à mon dos vu que j'étais voûté. Après un demi-pied, je ne pouvais pas plus me voûter. Je pouvais juste avancer avec mes orteils et me tirer avec mon bras vers l'avant. J'ai décidé que ça serait le bon moment pour voir si je pouvais retourner en arrière. J'ai essayé et ça a été assez facile. Savoir cela m'a donné beaucoup plus de confiance. Pourtant, j'ai demandé à B de sangler mes pieds, juste au cas où il devrait me sortir. Dernière photo avant que mes pieds soient complètement dans le trou. Remarquez la sangle liée à mes pieds par B à ma demande. Mon cou commençait à me faire mal à force d'être sur le côté. Ma tête devenait lourde, mais pour la reposer, la seule solution que j'ai trouvée fut de la déposer sur les roches brisées. C'était douloureux. Mais je l'ai souvent fait. Je fixais le mur à ma droite. Il était à peine à 4 ou 5 cm de mon visage. La plupart du temps, je ne regardais pas le mur. Soit j'avais les yeux fermés, ce que je faisais parfois quand je passais à un endroit difficile, soit la lumière ne n'éclairait pas dans la bonne direction.
C'était très calme dans la tombe. Il n'y avait que le bruit de mon propre souffle. Je respirais fortement, vu l'effort qu'il m'a fallu fournir pour me déplacer. Heureusement, une brise était présente et m'a rafraîchi. En levant la tête et en touchant soigneusement le plafond de temps en temps, je pouvais mesurer la taille du passage que j'allais bientôt traverser. Tout comme un chat qui utilise ses moustaches pour évaluer une ouverture dans une clôture. À partir de 7 pieds et demi, je pouvais dire que les choses étaient sur le point de devenir vraiment serrées. Quand on se trouve dans l'obscurité dans un passage aussi profond, dans une grotte, on est dans une position unique pour réfléchir. Une montagne reposait carrément au-dessus de moi, et la terre entière se trouvait sous mon corps. Un petit mouvement de la terre, et je cessais d'exister. Ou pire, je ressentirais la peur de Floyd Collins, quand il était là, pris au piège pendant des jours dans le cœur de la terre, incapable de se libérer de sa prison de terre. Imaginez-vous à ma place, allongé sur le ventre, avec votre bras gauche prolongé au-dessus de votre tête. Votre bras droit est sur votre côté, ayant seulement quelques pouces dans lesquels il se déplace. Vos bras et vos mains sont douloureuses et saignent à force de ramper, de vous tirer à travers les roches brisées. Votre corps, tout entier, repose sur ces roches. Votre cou se lasse de tenir votre tête, et vous la posez sur les roches pour vous reposer doucement, la joue contre ces rochers tranchants. Ensuite, vous continuez. Vous devez appuyer avec vos orteils pour pousser votre corps en avant, en glissant à travers les rochers. Après un déplacement de quelques centimètres, vous respirez difficilement, il y avait besoin de vous reposer. Comme vous inspirez, vous pouvez sentir votre dos appuyer fortement sur le plafond et vous écraser. Il vous faut plusieurs minutes avant de récupérer assez pour pouvoir continuer. Pendant tout le temps où vous êtes couché, vous pensez à comment vous allez revenir sur vos pas. Et si... Eh bien, c'est à peu près ce que je vivais à ce moment-là dans le passage. Je me suis dit que ce serait un bon moment pour prendre une photo de l'écrasement. La photo a été prise pendant un autre voyage, mais elle montre à quel point c'était serré dans le passage. Remarquez ma tête tournée sur le côté. Pas le choix. Et vous pouvez voir que je devais poser ma joue sur les rochers. Vous pouvez également voir combien il m'est difficile de regarder devant moi. Mes bras sont collés à moi. J'ai déterminé plus tard que c'était la meilleure position. Il n'y a pratiquement pas d'espace entre le plafond et mon dos serré. Sûrement pas pour les claustrophobes. Voici la photo. Mesdames et messieurs, le tombeau de Floyd. Quand je suis arrivé au point où mon dos se frottait au passage, que je pouvais sentir ma tête, que le passage ne s'était pas agrandi, je savais que je n'étais pas prêt de passer au travers. Pourtant, j'ai décidé de pousser un peu plus l'exploration. Si j'avais été dans cette position il y a un an, j'aurais paniqué, mais pas aujourd'hui. J'ai été assez courageux. J'ai pris quelques minutes pour me reposer, puis j'ai continué. J'ai expiré assez puissamment pour vider complètement mes poumons. Cela a rétréci ma poitrine de quelques centimètres, ce qui m'a permis de continuer de quelques centimètres. Je ne suis pas allé plus loin, car il faut fournir beaucoup d'efforts pour glisser, et je devais arrêter de respirer. Comme je devais reprendre mon souffle, ma poitrine s'est pressée sur le sol et mon dos contre le plafond. Il m'a fallu un peu plus de temps pour reprendre mon souffle. Et comme par miracle, j'ai continué. Expirer, glisser, rester. Encore une fois, seulement de quelques pouces. Répéter. J'ai pris quelques minutes supplémentaires pour profiter de cette position, écrasé dans ce petit passage. Wow, je ne pouvais pas croire à quel point j'étais détendu. J'ai essayé une fois de plus d'expirer et de glisser. Mon dos s'appuyait trop pour continuer. Malgré cet échec, j'étais excité. J'ai pris plusieurs longues minutes pour me poser et reprendre un peu de force. B m'avait encouragé tout ce temps. C'était amusant de l'entendre acclamer pendant qu'il voyait mes chaussures aller plus loin et plus profondément dans le trou. Revenir sur mes pas n'a pas été difficile, mais m'a demandé un certain effort. J'ai rencontré les mêmes obstacles que quand j'y étais rentré. Après avoir remué mes hanches hors du trou, ce qui a pris un certain temps, j'ai eu du mal à ressortir mes épaules. Les deux bras aussi, dans le trou à ce moment-là. Ma chemise s'agrippait sur les rochers, et mes épaules étaient brossées par des rochers pointus. Après avoir lutté pour trouver une bonne position, j'ai abandonné et juste tiré le haut de mon corps pour tenter de sortir. Scrap! Ma chemise s'est retrouvée sur ma tête, et j'ai eu quelques belles éraflures sur mes épaules. Mais je me suis pas soigné. Pour moi, ce voyage était un succès. Je m'étais aventuré au-delà de ce qui était possible. Je me suis agenouillé à l'entrée et regardé dans le passage étroit que je venais de traverser. La paroi rocheuse était désormais marquée jusqu'à 11 pieds. J'avais poussé un peu avec mon bras vers l'avant. Le point le plus étroit se trouvait à 9 pieds. Nous étions prêts. Entre le travail et l'excitation, j'étais fatigué. Je me suis assis sur le sac de corde en souriant. Ouf! Quel voyage! 6 juin, voici nos progrès sur le trou.
J'en suis pas peu fier. Le reste des notes dans mon carnet raconte les choses habituelles. Notre ascension pour sortir de la grotte, le dîner, le retour à la maison, etc. Sur le chemin du retour, nous avons réfléchi et avons trouvé quelques idées qui pourraient nous aider à passer à travers. Nous avons tous deux inventé des outils pour enlever la roche se trouvant sur le sol dans les parties les plus profondes du passage. Nous étions tous les deux très excités par ce voyage. Moi pour avoir repoussé mes limites dans le passage, et B de son succès dans l'escalade de la grotte. C'était la première fois qu'il était en mesure de remonter sans l'aide de matériel, ni de mon aide. Ce fut un succès personnel qui a pu montrer des progrès qu'il avait fait depuis son accident. Vraiment cool. Je suis toujours étonné de voir que nous avions oublié le moment terrifiant que nous avions vécu la veille. Tout avait été oublié, avec le bruit étrange qui, dans notre esprit, trouvait une explication rationnelle.